Monsieur le Président, chers collègues, s'il était besoin d'illustrer le fait que notre Assemblée n'est souvent qu'une chambre d'enregistrement, ce dossier nous en donne un nouvel exemple. En effet, nous avons vu dans la presse, et c'était d'ailleurs aussi mis en ligne sur le site de la collectivité le 25 mars, que ce contrat de partenariat avait été signé en grande pompe dès mercredi dernier, le 24 mars. En grande pompe, n'exagérons rien. Il y avait quand même le directeur général, j'ai reconnu sur la photo, directeur général de la Caisse des dépôts. Mais je ne suis pas... Que je connais parfaitement. Je ne vais pas me vanter de mes relations. Mais je ne suis pas tenante des démocraties illibérales qui considèrent qu'une fois le dirigeant élu, il peut décider de tout puisqu'il a gagné les élections. J'en tiens encore pour notre version républicaine et libérale de la démocratie, qui respecte bien sûr la décision de la majorité, mais l'encadre par le débat et le contrôle. Au moment où même des nations européennes sont traversées par de telles tentations, il faut vraiment, en France aussi, faire vivre la démocratie républicaine et libérale à tous les niveaux. L'urgence sanitaire ne doit pas être le prétexte de réduction des libertés qui ne soit pas strictement nécessaire à la gestion de la pandémie. Bon, écoutez, au risque de ne pas être entendu, je vais quand même assumer le rôle qui me reviendrait dans un concert démocratique. Et puisque tout à l'heure, on a mis en doute la sincérité de nos convictions en matière écologique, je dois vous dire que d'abord, c'est ce qui m'anime depuis très longtemps et qu'on peut être de droite et avoir une sensibilité pour le développement durable. Le Premier ministre de la protection de l'environnement, c'était quand même Robert Poujade sous Pompidou. Voilà. Ensuite, ça n'est pas parce qu'on est pour les économies d'énergie qu'on est ratiocineur et qu'on ne veut rien dépenser. Ça n'est pas parce qu'on est contre le développement des mobilités contraintes qu'on n'est pour aucun investissement, mais on est pour des investissements qui soient au service des habitants et respectueux de la planète. Voilà. Alors, au budget de la ville de Brest, on se vante de pas beaucoup dépenser, et ici, il faut se vanter de beaucoup investir. Eh bien, il faut à la fois faire des dépenses de fonctionnement quand ça répond aux besoins sociaux de la population et investir à bon escient. Alors, ce nouveau projet de convention de partenariat pour la période 2021-2026 avec la Banque des Territoires, il s'inscrit, ça vient d'être dit, dans le prolongement d'une précédente convention portant sur la période 2015-2018 avec la Caisse des dépôts. Il aurait été intéressant, avant de conclure une nouvelle convention, de faire le bilan de la mise en œuvre du précédent. Alors, ça a peut-être été fait, mais on ne nous l'a pas communiqué. Nos collectivités, de toute façon, ont avec la Caisse des dépôts et ses divers avatars des relations soutenues et anciennes. Question, que nous a apporté la Convention? Y a-t-il eu un plus ou est-ce une espèce de récapitulatif de la manière dont nos collectivités et leurs satellites ont utilisé l'offre de services de la CDC? Alors, s'agissant du projet qui nous est présenté aujourd'hui, son exposé des motifs comporte une part de rappel d'engagement de la Banque des Territoires envers notre métropole et dont l'échéance court toujours. C'est ainsi que le contrat de ville 2015-2020 a été prolongé jusqu'en 2022. Alors, les thèmes d'intervention de la Banque des Territoires y étaient exposés de façon littéraire. Quels ont été ces engagements effectifs? Ce serait intéressant de le savoir. De même pour la convention du programme des investissements d'avenir signée en 2016. Je ne me souviens pas qu'on en ait eu un bilan. Les trois autres conventions visées ont été signées en début 2020. Donc, évidemment, on ne peut pas demander un bilan, mais on aurait apprécié un rappel des engagements précis de la Banque des Territoires dans ces cadres. Alors, cette convention de partenariat peut-elle s'analyser comme un engagement? Alors, c'est peut-être là où vous allez jouer sur les mots en disant « ce sont de simples intentions, donc au fond, on est bien gentil encore de vous en parler à ce stade, mais en fait, vous nous demandez quand même de voter ». Alors, le dispositif de cette convention comporte 4 articles. Le premier article, en 10 lignes, indique la possibilité pour la Banque des Territoires d'accompagner le projet métropolitain sans toutefois préciser à quelle hauteur sur les 560 millions d'euros des projets d'investissement de Brest Métropole qui sont visés. Là, il y en a 10 lignes. L'article 2 expose en 52 pages les projets de Brest Métropole.
On y trouve, selon la formule, à boire et à manger, des projets déjà présentés à notre Conseil, d'autres qui ne l'ont pas été alors qu'ils semblent à maturité, et des intentions restant à préciser. Nous n'allons pas les reprendre de façon exhaustive, mais nous contenter de quelques commentaires. Nous ne pouvons qu'approuver l'intention exprimée d'agir pour le développement économique du territoire. Le point 2.1a se réfère à cet égard à la stratégie métropolitaine de développement économique votée par notre Conseil le 1er juin 2016 et qui se déclinait en 556 objectifs opérationnels. Au moment où la SMDE va entrer en révision, il conviendrait, dans le cadre de l'évaluation qui en sera faite, d'identifier la participation de la CDC. Vous vous souvenez que si nous approuvions les grands objectifs de la SMDE, nous nous étions abstenus sur ce vote car nous regrettions le manque de hiérarchisation des objectifs et leur caractère insuffisamment opérationnel. Nous émettons le vœu que les travaux préparatoires à CAP 2030 permettent d'y remédier. Sur la vocation industrielle de Brest, nous vous avons souvent trouvé timide et trop prêt à sacrifier du foncier industriel, voire industrialo-portuaire, pour des opérations d'urbanisme peu durables. Dans ce contexte, nous avons soutenu l'opération de Landviand. Citée au point 2.2a, elle est chiffrée à 50 millions d'euros. Les apports de la Banque des Territoires seront les bienvenus dans un bilan qui reste à définir. Qualifié d'écopôle industriel et logistique, situé à l'entrée de l'agglomération, cette zone a une vocation large et il sera bon que les prospects qui s'y intéresseront fassent l'objet d'études d'impact. Le point 2.2b, consacré à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, lève un peu le voile sur le contrat de plan État-région 2021-2027, sur lequel nous vous avions demandé en vain de savoir quel projet vous aviez porté. Il est regrettable qu'aucune information et aucun débat n'ait encore eu lieu sur ce CPER 2021-2027. Nous relevons au point 2.2f, s'agissant du secteur du Fruitven, la confirmation de la volonté de la métropole d'accompagner sur ce site le projet privé de grand stade, équipement en faveur duquel nous nous sommes aussi prononcés. Le document cite un montant estimé de 12 à 18 millions d'euros pour des aménagements publics d'accompagnement. La Banque des Territoires semble y porter un intérêt particulier puisqu'elle étudie une prise de participation minoritaire au sein de la structure de portage immobilier. Nous souhaitons que notre Conseil aussi soit tenu informé de l'avancement de ce projet structurant. Alors, on change un peu de registre puisque nous manquerons réellement d'enthousiasme sur le projet de transition du cœur de métropole Pinfel, évoqué au point 2.2g. Nous pensons qu'il y a là encore bien des occasions manquées, tant côté Pinfel que côté Carré des Arts. S'agissant de la politique de la ville et de renouvellement urbain, évoquée au point 2.2j, nous avons régulièrement voté pour le contrat de ville et les différentes phases du NPNRU. Nous avons, chemin faisant, soulevé la question de la soutenabilité de tels engagements pour BMH. Et nous voyons apparaître, c'est pages 44 et 45, l'idée que grâce aux dispositions combinées de la loi Élan et de l'ordonnance Macron, l'organisme foncier solidaire, OFS, par le biais du bail réel solidaire, BRS, pourrait, je cite, ouvrez les guillemets, permettre à Brest Métropole Habitat de retrouver de l'autofinancement à réinvestir dans le NPNRU et la production de locatifs publics à bas loyer. Le montage consistant à mettre 2 millions d'euros dans le système pour emprunter 35 millions sur 80 ans pour de l'immobilier déjà largement amorti mérite réflexion. Et je note avec intérêt que la Banque des Territoires entrouvre la porte à des types de soutien sans engager de garantie de la collectivité, ce qui existe bel et bien dans sa palette d'intervention, comme j'avais déjà eu plusieurs fois l'occasion de le dire. Sur le chapitre de l'accessibilité et de la mobilité, au point 2.2k, nous notons avec regret votre position minimaliste sur la LGV,
Se contenter d'une seule liaison quotidienne Brest-Paris en 3 heures ne permet pas d'assurer le désenclavement dont notre pointe bretonne a besoin. Inutile de développer notre désaccord avec le projet de TCSP, chiffré cette fois-ci à 188 millions, et le peu de priorité pour nous des ascenseurs urbains, contrairement au verdissement de la flotte que nous soutenons avec l'acquisition des bus électriques. Le point 2.3 traite des satellites et promeut la maison commune, qui est pour nous à ce stade une construction technocratique. La feuille de route stratégique ne peut rester un document administratif si l'on veut qu'elle serve de référence aux élus dans les instances des opérateurs. Mais, et je rejoins votre propos initial, Monsieur le Président, attention au conflit d'intérêts. L'article 3 décrit l'offre de service générale de la Caisse des dépôts et l'article 4 fixe le terme au 30 juin 2026. Comme je l'indiquais en préambule, ce partenariat offre à boire et à manger. Aussi, nous nous abstiendrons.